voici au moment que vous attendez tous, où nous allons enfin avoir la réponse à toutes nos questions, ou d'autres questions qui s'ajouteront aux questions que nous avons déjà. Grâce à l'équipe des 4 Fantastiques, nous avons réuni. On se doutait que le colloque allait être extrêmement riche et qu'on ne pourrait pas confier à une seule personne la charge de conclure. Donc on s'est plutôt dit, puisqu'on aime bien pluraliser, comme vous savez, on s'est plutôt dit qu'on allait réunir une équipe avec des compétences nombreuses mais variées pour justement à la fois ressaisir un ensemble de choses qui se sont dites et en même temps ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, en tout cas nous faire réfléchir sur ces 2 jours. Donc merci beaucoup aux 4 intervenants qui ont accepté ce jeu difficile. Et donc merci beaucoup de s'y prêter. Alors je les présente dans l'ordre dans lesquels je crois ils ont décidé de prendre, elles et ils ont décidé de prendre la parole. Et puis ensuite, je les laisse faire. Donc, Chirou Lim, qui va commencer, qui enseigne l'histoire à l'université de Leyde, aux Pays-Bas, qui a travaillé sur les liens entre les philosophes français et les souverains éclairés et autoritaires qui étaient Frédéric II et Catherine II. Et voilà, ce qu'on appelait autrefois les despotes éclairés. Donc on sait pas. Alors je ne sais pas si les guillemets c'était sur autoritaire ou sur éclairé, mais peut-être sur les deux. Et en tout cas, son livre Philosophy and Government in Enlightenment Europe, Frédéric, Catherine and the Philosophe, devrait paraître à Cambridge University Press très prochainement. Elle travaille maintenant sur l'impérialisme russe au XVIIIe siècle et ses enjeux scientifiques. Ensuite, nous aurons Lavinia Madaluno, qui est professeure d'histoire à l'Université de Venise, qui est spécialiste d'économie politique, des savoirs hybrides, d'histoire de l'environnement aussi et de la circulation des savoirs. Elle est cette année, je dis qu'elle enseigne à l'Université de Venise, mais pour encore 1 mois, elle est à l'Institut d'études avancées de Paris, ce qui fait que nous avons eu la chance d'avoir beaucoup à Paris cette année. Elle est entre autres l'autrice de Science and Political Economy in Enlightenment Milan, 1760-1805, qui était publié en 2024. Voilà. Et en 3e, je dis 1 livre par personne maximum, parce que sinon c'est trop long la présentation. Voilà, donc vous aurez droit à 1 livre maximum. Ensuite, Nathalie Villemin, qui est professeure de littérature française à Neuchâtel, qui est spécialiste des discours littéraires et savants, des représentations de la nature, des voyageurs savants, notamment du côté de l'histoire naturelle et des botanistes, et qui est en particulier l'autrice d'un livre intitulé « Les beautés de la nature à l'épreuve de l'analyse, programme scientifique et tentations esthétiques dans l'histoire naturelle du XVIIIe siècle » en 2009, et depuis énormément de livres collectifs, d'articles importants. Et puis, enfin, parce qu'il tenait à conclure, il a beaucoup insisté, il nous a dit « je veux parler en dernier, même si ce n'est pas l'ordre alphabétique, j'aurai le dernier mot ». Neil Sapir, c'est vrai, Neil Sapir, professeur d'histoire à Brown University, qui est historien des sciences, spécialiste notamment des Lumières ibériques et lusophone, et en particulier auteur d'un grand livre, Measuring the New World, Enlightenment Science and South America, publié en 2008, et lui aussi de très nombreux articles, ouvrages collectifs sur les sciences cosmopolites. Merci à tous les 4, et vous avez la parole. C'est Chirou donc, qui commence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie vivement les organisateurs de ce colloque pour l'invitation de pouvoir intervenir aujourd'hui, tout particulièrement Sylvia Sebastiani pour sa confiance. Ma tâche dans cette table ronde est de proposer quelques observations sur le thème de notre colloque afin de lancer notre discussion finale. Je souhaiterais le faire à travers le prisme d'un objet ou plutôt un outil en particulier, la lettre. Micro ? Ça va, Lucie ? Donc,
Au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, c'est la lettre plus que l'imprimé qui a soutenu les sciences. Cela tient en partie à celles et ceux qui écrivaient ces lettres, mais aussi à ceux qui les écrivaient. Comme l'a souligné Lorraine Daston dans son ouvrage de référence intitulé « The Ideal and Reality of the Republic of Letters », et je cite, « La transition entre la lettre savante et l'article savant ne s'est pas toujours faite sans problème. » L'exemple donné par Daston est celui du secrétaire de la Royal Society, Henry Oldenburg, qui, avant de publier les résultats de sa recherche dans la revue de la Royal Society, les Philosophical Transactions, je cite, « Il éliminait diplomatiquement de ses lettres toutes les réflexions personnelles, qu'il s'agisse de compliments ou de remarques grossières. » Fin citation. C'est une pratique dont certains chercheurs d'aujourd'hui gagneraient peut-être à s'inspirer. De toute façon, c'est sur la polyvalence de la lettre comme instrument de la science et de sa performance que je souhaite me focaliser aujourd'hui. La première lettre à laquelle je pense a été écrite par un jésuite français du nom de Jean-François Gerbillon. Elle a daté du 2 septembre 1689 et a été rédigée, comme il l'indique, du milieu des déserts de la Tartarie orientale. 6 ans plus tard, des pages de ces lettres atterrirent sur un bureau quelque part à Hanovre, dans la Saint-Empire romain germanique. Ce bureau appartenait à ce grand polymathe allemand, Gottfried Wilhelm Leibniz. Mais comment cela s'est-il produit? Et cela témoigne-t-il d'un cosmopolitisme des sciences? La question de savoir pourquoi la lettre de Gerbillon s'est retrouvée sur un bureau au milieu de l'Allemagne est pertinente pour notre propos ici. Peu après son arrivée en Chine au sein d'une équipe de 5 mathématiciens du roi, Gerbillon fut choisi pour aider à négocier ce qui allait devenir le premier traité signé entre les empires russes et Qing, le traité de Nertchinsk. Cela offrait une occasion précieuse. Comme il le déclara à sa destinataire, je cite, « J'ai travaillé à m'instruire le mieux que j'ai pu de ce que regarde toute la grande Tartarie orientale, qui a été jusqu'à présent peu connue en Europe. » Fin citation. C'est pour cette raison que Leibniz, qui nourrissait depuis longtemps une obsession pour la géographie, les peuples et les langues de la Tartarie, c'est pour cette raison que Leibniz réclama avec insistance la lettre de Gerbillon dès qu'il eut vent de son interception en Russie profonde. La rumeur et la réputation, ces 2 piliers de la conférence de Simon Schaffer, alimentèrent la trajectoire clandestine de la lettre de Gerbillon. C'est à partir des extraits de la lettre de Gerbillon que des nouveaux détails topographiques se sont répandus dans la République des lettres européennes. Elles apparaissaient dans les dernières anthologies et recueils sur la Chine, tels que la Novissima Sinica de Leibniz lui-même, et bien plus tard dans la description de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise de Jean-Baptiste Duhalde, publié en 1736, ainsi que la Nouvelle Atlas de la Chine de Jean-Baptiste d'Anville, qui l'accompagne. La carrière de Gerbillon, mais surtout le parcours des données fournies par Gerbillon dans sa lettre, incarne la question centrale de ce colloque. À qui, en effet, appartenaient ces sciences? On pourrait se sentir indigné au nom de Gerbillon, qui n'a reçu ni reconnaissance ni honneur, alors que ses efforts personnels ont servi de base aux publications d'autres savants pendant des décennies. Une situation encore plus commune pour les femmes savantes, comme l'a souligné Francesca Antonelli tout à l'heure. Mais se demander à qui appartenaient les sciences, c'est s'interroger non seulement sur la propriété ou la paternité, mais aussi sur le cause. Nous nous trouvons ici sur un terrain tout aussi glissant. C'est un truisme de dire qu'au début de l'époque moderne, des nouvelles sciences sont émergées de nouvelles connaissances. Pourtant, comme l'a suggéré Juan Pimentel à travers son étude du Quadro del Pérou, tout comme plusieurs interventions hier, c'est l'arrivée non pas à de nouvelles frontières de la connaissance, mais à de nouvelles frontières de l'ignorance qui donne un nouvel élan à la production du savoir. Dans cette optique, la production du savoir sur la soi-disant Tartarie chinoise n'a de sens que pour ceux qui ignoraient cette région. La deuxième lettre à laquelle je pensais a été écrite 88 ans après celle de Gerbillon par un philosophe très célèbre, Jean-Laurent d'Alembert.
La lettre de d'Alembert aborde la question de l'autorité scientifique ainsi que celle des publics, des experts et des amateurs. Dans ce cas précis, la destinataire a bien reçu la lettre. Son message était gênant. Je le cite. « Je prendrai à cette occasion la liberté de faire une représentation à votre Majesté. Vous avez dans votre académie une classe de philosophie spéculative qui pourrait, étant dirigée par votre Majesté, proposer pour sujet de ces prix des questions très intéressantes et très utiles. Celle-ci, par exemple, s'il peut être utile de tromper le peuple. De pareils sujets vaudraient mieux, ce me semble, que la plupart de ceux qui ont été proposés jusqu'ici par cette classe métaphysique. Le dernier, surtout, m'a paru bien étrange par son inintelligibilité. Je n'ai vu personne qui ne pensât comme moi là-dessus. Et je suis bien sûr que mon ami Lagrange n'a pas été consulté. Il aurait certainement épargné à l'Académie le désagrément de voir ces questions tourner en ridicule. » Fin de citation. Alors, il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais je voudrais attirer votre attention sur ce que la lettre d'Alembert nous apprend sur le problème de l'autorité scientifique. Comme le montre le passage cité, le correspondant de d'Alembert était un souverain. Il s'agissait en effet de Frédéric II, roi de Prusse de 1740 à 1786, qui a plusieurs fois invité d'Alembert à diriger l'Académie des sciences de Berlin. D'Alembert n'a jamais accepté. D'Alembert était pourtant évidemment un acteur accompli dans une économie de la considération. Paris laissait-il entendre sans grande subtilité, Paris se moquait de Berlin. C'est dans l'œil du public que d'Alembert ancrait son appel au principe souverain de l'intérêt et de l'utilité. Cela ressemble à un coup gagnant. Mais, parce qu'il y a toujours un mais cette soumission ostensiblement noble de la philosophie au regard d'un public, d'une part, et aux lois de l'utilité, d'autre part, met en fait ceux qui défendent la liberté académique dans une impasse. L'idée que ce sont les publics qui font la science peut mener sur une voie très sinistre. Comme l'a exploré Pierre-Yves Lacour, auparavant à propos de cette même Académie de Berlin, et aujourd'hui à propos de Montpellier, si c'est l'utilité qui justifie l'autonomie des sciences, l'arbitre de l'autorité scientifique est celui qui parvient à monopoliser la tâche de définir l'utilité. Parmi ceux qui ont réussi à s'arroger le privilège de définir l'utilité publique, certains ont su lier l'utilité de la philosophie et de la science à l'approbation du public. Frédéric II en faisait certainement partie. Lorsque d'Alembert loua son soutien à la philosophie et aux sciences, le roi affirma, je cite, « Moi, je ne suis que ce qu'on nomme en Italie dilettante. Je suis avec d'autres amateurs placés dans le parterre et j'applaudis à ce qui est beau. » Pardon, ce n'était ma intention de faire allusion à vous. Tout mon mérite, déclara le roi d'Alembert, tout mon mérite consiste à battre mes mains à propos. Fin de citation. Bien que formulé de manière ostensiblement modeste, l'effet ici était en fait dénigrant. La philosophie et les sciences en tant que telles sont banalisées, réduites à de jolies mises en scène destinées à divertir même les spectateurs les plus occasionnels. Se demander si la science a bel et bien eu lieu lorsqu'elle s'est produite sans applaudissements publics est une question que les chercheurs continuent de se poser régulièrement. Lorsque nous sommes de mauvaise humeur, cette question se transforme facilement en doute existentiel. Pourtant, parce qu'il y a parfois un pourtant, comme nous l'avons vu dans les exposés de Stefanie Gänger et de Maxime Gutin hier matin, ainsi que celle de Jean-Luc Chappé tout à l'heure, et en fait, dans le cours d'Antoine Litty sur les charlatans et le charlatanisme, la performativité ne peut pas être dissociée, découplée de la production du savoir. Et si nous revenons si souvent à ces questions, c'est peut-être parce que nous, tout comme les savants du XVIIIe siècle que nous étudions, nous sommes trop conscients qu'une science qui cesse entièrement de se mettre en scène devient rapidement une science que plus personne n'écoute. Je m'arrête ici. Merci de votre attention.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais reprendre la parole après Chiro. Et je voudrais remercier Sylvie, Antoine et Stéphane de m'avoir invité, aussi Maxime pour l'organisation du colloque. Et en fait, juste pour éclaircir, j'ai travaillé à l'Institut d'études avancées, je suis professeur rattaché à l'Université de Venise, et pas professeur, mais bon, c'est encore une forme de professeur comme on fait en Italie. Donc, pour ceux parmi vous qui ne me connaissent pas, en fait, je suis Dix Soutiemis et j'ai publié sur l'histoire de l'économie politique et des savoirs économiques au XVIIIe siècle. Et c'est un sujet que j'aborde comme partie intégrante de l'histoire des Lumières. J'ai aussi travaillé sur l'histoire environnementale du riz en Italie et en Europe sur la longue durée. Et à présent, en fait, je développe un nouveau projet. Il s'agit d'une histoire des savoirs mobilisés pour faire face à la rareté alimentaire dans les espaces atlantiques français et portugais au XVIIIe siècle. Donc, mes commentaires sur les colloques vont dans deux directions qui s'inscrivent dans les questions qui ont été évoquées ces derniers jours et en même temps relèvent de ma perspective. D'une part, celle d'une histoire plurielle des savoirs économiques, en particulier dans les contextes européens. D'autre part, celle d'une histoire économique, elle aussi plurielle, qui part des espaces géographiques, des temporalités plurielles, mais aussi des objets, des marchandises, des artefacts ou encore des cultures agricoles, et se rendre relevant pour l'histoire de la science des Lumières. En général, je m'intéresse un peu à la manière dont on peut repenser l'économie politique, entendue comme une réflexion sur la richesse des États et leur capacité de croissance à travers l'exploitation des ressources naturelles. Non pas à partir des grands administrateurs ou des théoriciens de l'économie politique, mais à partir du rôle joué par des acteurs souvent négligés par les grands récits de l'économie politique. Et cela à différentes échelles et dans des espaces géographiques européens et non européens. Ces acteurs sont souvent les mêmes que ceux qui occupent aujourd'hui l'histoire des sciences et des savoirs des Lumières et qui l'occupent de plus en plus depuis les années 90, comme le souligne l'argumentaire en fait, du présent colloque, comme était déjà dit dans l'introduction du colloque. Les artisans, les femmes et les hommes, les meuniers, les arpenteurs, les boulangers, les agriculteurs, les techniciens de toutes sortes, les marchands, les diplomates, mais également, si l'on sort des espaces européens, les personnes réduites en esclavage, femmes et hommes, des peuples indigènes des Amériques et des Caraïbes, ainsi que ceux de l'océan Indien, de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. Comment ces figures ont-elles participé à la mise en œuvre, de façon concrète et pratique, des idéaux de lumière, d'amélioration, d'utilité et de félicité publique? Quel est leur statut d'autorité face aux institutions étatiques, ainsi que pouvoir et au régime des savoirs constitués? Comment ont-elles élaboré un savoir matériel, économique, environnemental sur la nature et qui bénéficie de ces savoirs? Donc, ces questions, largement abordées pendant ces jours, ont suscité aussi un intérêt historiographique considérable par rapport à l'histoire de la pensée économique du XVIIIe siècle et des Lumières. Et on peut partir, je dirais, des travaux de Margaret Chabas qui montraient comment les savoirs économiques étaient construits à partir de la philosophie naturelle. Mais plus récemment, l'intérêt s'est poursuivi avec des réflexions sur les tournants économiques de Sophus Reinert et Stephen Kaplan, celle d'Arnaud Oran sur la physico-économique et les savoirs économiques alternatives, ou encore si on veut aller au-delà des seules questions d'économie politique, avec l'appel de David Bell à redonner une place à la dimension sociale dans l'histoire des Lumières, afin de mieux mettre en valeur les différentes formes de participation aux nombreux projets des Lumières. Le terme économie, qui a été évoqué à plusieurs reprises, était il-même pluriel. Il désignait un ordre naturel voulu par Dieu, idée qui nourrissait la tension entre les progrès techniques et les limites de l'action humaine sur la nature. Cependant, les publications sur les sujets dits économiques traitaient de la gestion du foyer et de l'État et reliaient la philosophie naturelle aux pratiques d'extraction et de transformation des ressources destinées à produire de la richesse, tout en intégrant les humains comme les non-humains, notamment les animaux et les plantes, ainsi que les savoirs élaborés autour d'eux. Au cours des 2 derniers jours, nous avons exploré différentes pratiques de systématisation ainsi que d'amélioration et d'appropriation de la nature.
Ces interventions reposaient sous des formes plurielles, collectives et publiques de production et reproduction des savoirs, sous des objets aussi variés que les fièvres tropicales, la sylviculture, l'élevage, les primates autodidactes et les cerveaux humains. Elle s'inscrivait également dans une organisation matérielle et sociale fondée sur des pratiques situées plutôt que sur des savoirs abstraits et désincarnés, et prenait forme dans des espaces multiples, des laboratoires de chimie à les caves de Montpellier, en tant que site de savoir-faire, jusqu'à le lieu même qui nous réunit aujourd'hui, le Collège de France. Donc, pluraliser les savoirs, pluraliser les lumières, mais aussi pluraliser les économies à travers les prismes de l'histoire des savoirs. Comme cela a été souligné lors de la présentation de ces colloques, le tournant global nous a invités à repenser, à élargir les acteurs, les négociations, les espaces géographiques et les échelles où a lieu la production des savoirs, auxquels j'ajouterai la question des temporalités multiples qui les traversent. Temporalité de la vie d'objets frontières, tels que les instruments de musique océaniens et leur mutation matérielle et immatérielle, mais aussi d'objets plus singuliers, tels que les tableaux péruviens, qui remet en question l'idée selon laquelle l'histoire des savoirs des Lumières constituait une entreprise exclusivement européenne. La temporalité des carottes de l'océan Indien qui nous permettent de complexifier l'histoire de l'extractivisme colonial à partir d'une histoire planétaire à petite échelle. Mais j'ajouterai également les temporalités des différents régimes de travail contraints dans les espaces coloniaux anglais, portugais, français et espagnols qui répondaient à la nécessité économique globale d'introduire les denrées atlantiques, les sucres, les cotons, les cafés, les cacao, les riz sur les marchés internationaux. Les temporalités des environnements et des cropscapes locaux, pour reprendre un terme récemment employé par une certaine historiographie de STS, Science and Technology Studies, temporalité des économies informelles, telles que les jardins de subsistance des esclaves, pratiques très répandues dans les mondes coloniaux portugais, anglais, français, et enfin, les temporalités des échanges de marchandises à plus petite échelle, par exemple entre peuples autochtones de l'Amérique du Nord et colons, ainsi qu'entre les micro-écosystèmes insulaires de l'Atlantique ou de l'Océanie ou de l'océan Indien. S'il est vrai que l'historiographie récente sur l'essor du capitalisme, et en particulier celle consacrée aux commodity frontiers, à la frontière des marchandises, développée notamment par l'historien du capitalisme Sven Beckert, analyse le lieu et les circuits de l'extractivisme colonial, ainsi que la manière dont ceux-ci ont contribué à l'expansion et à la croissance du capitalisme global, l'historienne Maxime Berg a toutefois souligné le manque d'attention porté à la spécificité des contextes locaux dans les temps et dans l'espace, et en particulier en ce qui concerne le régime du travail ainsi que la diversité des économies et des modes de production. Je vais presque finir. Le recours en catégorie unique risquerait d'occulter la richesse et la diversité des sources locales. Or, celle-ci nous invite à saisir à différentes échelles les circulations des savoirs, leur appropriation et leur invention, remettant ainsi en question une vision diffusionniste de la manière dont les idées se transmettent ou ne se transmettent pas, questions qui ont été abordées transversalement pendant ces colloques. Et je vais finir avec cette dernière observation. Si la production des savoirs suit celle des frontières des marchandises, donc des sites de production des denrées atlantiques, qui sont aussi les sites de production de la science impériale, ces sites hégémoniques risquent néanmoins d'effacer tous ces processus de créolisation et d'hybridation des savoirs, en particulier les agentivités indigènes, ainsi que les formes autochtones de réflexivité environnementale dont on a entendu parler. Cela nous amène à nous poser une question finale, méthodologique, aussi adressée dans les présentations de l'après-midi d'hier et aussi aujourd'hui, c'est-à-dire comment les historiens peuvent-ils faire parler, si jamais, les autochtones des espaces coloniaux du XVIIIe siècle? Comment peut-il récupérer leur savoir et à travers quelle archive? Il s'agit d'un côté de penser l'historicité des sociétés autochtones et leur reconnaissant une capacité à transformer la nature ainsi qu'une connaissance de ses économies. De l'autre côté, il s'agit aussi de repenser
notre responsabilité épistémique face au savoir des Lumières. Et je vous remercie. Il me semblait important pour commencer et pour repartir de cette question posée lors de ce colloque, à qui appartient la science des Lumières, de revenir à l'idée de commun qui a été évoquée en introduction. Cette idée conduit à interroger, premièrement, les conditions nécessaires à l'émergence d'une acceptation commune d'un phénomène ou d'un fait, sur laquelle on puisse, sinon se mettre d'accord, au moins discuter. Deuxièmement, ce que l'on appelle le sens commun, puisque celui-ci peut à la fois désigner un sens autour duquel on puisse se retrouver, ou, dans sa version dévoyée et négative, une vision aussi simple et lisse que possible des problèmes, pensons au ministère du Bon Sens créé fin 2023 en Grande-Bretagne. Troisièmement, la possibilité d'un lieu commun du savoir, d'un lieu auquel tout un chacun pourrait accéder, ce qui impliquerait d'une part que l'on parvienne à trouver une forme et un espace satisfaisants, ouvert et précis à la fois, et d'autre part, plus difficile, que chacun veuille explorer le savoir et se l'approprier. Toutes choses qui semblent aujourd'hui encore très actuelles. Or, ces questions au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, sont tributaires, premièrement, d'expérience et d'expertise, deuxièmement, de discours, troisièmement, des autorités qui les portent. Le tout étant évidemment pris dans des contextes géographiques, économiques, politiques, culturels, etc., dont on ne peut faire abstraction. Il me semble que nos travaux permettent d'ouvrir certains questionnements sur cette triade, donc expérience, discours, autorité. D'abord, celle du lien entre le niveau de l'expérience et celui du discours, qui ne sont pas successifs, mais consubstantiels. L'expérience est conditionnée par les mots qui la guident et l'accompagnent et par les espaces où résonnent ces mots. En ce sens, plusieurs communications m'ont donné à rêver la possibilité d'accéder à une genèse des propositions ou des récits que nous lisons dans les textes des savants. Par exemple, le vocabulaire actif utilisé par Lamarck émerge-t-il pour désigner l'adaptation des organismes dès les brouillons, dès les manuscrits? Est-ce un long processus, au contraire, d'élaboration progressive d'une idée? Ou alors, si ça apparaît directement dans les manuscrits, une trouvaille qui va guider la réflexion, guider l'observation? On pourrait poser la même question aux théoriciens du cerveau dont a parlé Maxime Gutin. On a vu ce matin aussi, avec Mélanie Traversier, que l'attention aux objets dont témoigne l'étiquette d'un musée, par exemple, ou un catalogue dressé par des naturalistes qui sont quand même acquis à un autre type de notation, n'est pas le même. D'où cette question également omniprésente dans nos travaux: comment rendre compte des strates de discours et d'expériences contenues dans un terme, un objet, une théorie? Grégory Quenet nous a montré comment un règlement des Seychelles en 1787 est devenu une constitution de la nature par la suite. Il y a donc diverses échelles de mobilité du sens, géographique, synchronique, diachronique et historiographique. À l'articulation de l'espace de la recherche et de l'espace de la diffusion, le discours est toujours ce qui donne à penser, à interpréter, et nos savants en sont parfaitement conscients. La question est cruciale, Simon Schaffer l'a montré dans ses travaux, dans l'élaboration des faits et des preuves. Or, il me semble que plusieurs objets de recherche ici évoqués ont pour particularité d'échapper aux procédures d'évaluation habituelles, et notamment la suite d'expériences, dans la construction des faits. On a ainsi parlé à plusieurs reprises hier de ce que l'on pourrait appeler des laboratoires de terrain. Les laboratoires de terrain sont notamment actifs dans l'espace du voyage, mais on pourrait aussi évoquer tous ces naturalistes qui, sentant combien l'observation in situ peut conduire à des résultats différents de l'observation en laboratoire, vont commencer au XVIIIe siècle à chercher à créer des conditions d'observation aussi proches que possible de celles qu'ils auraient sur le terrain. Je pense par exemple à Réaumur, à Bonnet, à Tremblay, à tous ces expérimentalistes, mais d'un laboratoire vivant en quelque sorte, et qui, ce faisant, donc, constatent aussi que leur interrogation devient tributaire de nombreuses variables et de variables souvent imprévues. Les laboratoires de terrain et ces laboratoires-là qui tentent d'imiter un terrain introduisent ainsi une complexité nouvelle dans la suite logique qu'on avait entre une observation individuelle qui donnait lieu à un discours basé sur une énumération de faits et de preuves, ce discours donnant lieu à un partage de l'observation et un renouvellement des observations et à de nouveaux discours. Dans le cas du pur terrain, en effet,
le régime de la preuve ne peut pas fonctionner autrement que par la crédibilité que l'expérimentateur saura donner à sa relation, éventuellement avec quelques pièces à conviction, on pense aux voyageurs évidemment, ou la mention de témoins, mais on a vu hier que ce n'est pas toujours possible et que la fiabilité des témoins n'est pas sans poser problème dans certaines épistémologies. Peut-on refaire dire à l'autochtone ce qu'on prétend qu'il nous a dit? Non. Peut-on ramener des corps mous, entiers et disponibles à l'examen, comme dans leur état naturel? Non, ou difficilement. Dans le cas du laboratoire imitant le terrain, l'expérience n'est d'abord qu'observation tâtonnante qui donne progressivement lieu à une expertise. Tout le monde ne peut pas acquérir cette expertise. Et je pense ici à une fameuse controverse entre Voltaire et Spallanzani sur la possibilité de décapiter des limaçons et de voir repousser leur tête. Ou alors à celle des météorites que nous a évoqué hier Simon Schaffer et qui nous a montré que dévoyer comme ancrer les preuves est d'abord affaire de discours et de registres. La controverse peut ainsi être un problème lié à la capacité de faire émerger certains faits de manière systématique, un problème d'interprétation des faits, un problème d'interprétation ou même d'accord sur les termes à utiliser pour parler de ces faits. Mais là, j'aurai plusieurs exemples, mais on pourra en parler éventuellement plus tard. Ces questions nous obligent à toujours revenir à celle-ci. À quel discours a-t-on affaire? À quel degré d'élaboration? Pour quel public? Car j'ai évoqué tout à l'heure la genèse des discours, mais on doit aussi s'intéresser à leur réusage, leur réduction, leurs amplifications, leur mésusage au moment des diffusions et des changements d'espace de réception. Mais aussi, quels implicites mobilisent ces discours? Quand Bougainville, je fais ici allusion à l'exposé de Mélanie Traversier, quand Bougainville évoque la musique tahitienne en postulant que la chanson qu'on lui a chantée est anacréontique, je rejoins la remarque ici de M. Chartier ce matin, est-ce une impression de Bougainville ou est-ce une reprise de considérations de Montaigne, qui sont depuis longtemps un lieu commun, sur les dons poétiques naturels des sauvages? Donc est-ce finalement une représentation? De même, l'image de la livraison d'une Tahitienne à un Européen sur une pirogue mobilise-t-elle la réalité tahitienne telle qu'elle a été vécue? Rejoue-t-elle les fantasmes européens de l'île de Cythère de Bougainville, en substituant à des scènes de violence une esthétique pastorale ou libertine? Ou est-ce un peu de tout cela? Bref, comment la représentation fonctionne-t-elle? N'est-ce pas une mimésis au sens le plus ambivalent du terme, également dans les sciences? De là aussi, quand et comment se met en place dans le texte savant ce qu'il conviendrait d'appeler un récit fondamental qui va à la fois servir de captatio et de base à la construction de la preuve ou de l'interprétation. À qui attribue-t-on ce récit fondamental? Le récit des autochtones, comme Jan Sinowiecki l'a montré, est ici central et problématique, puisqu'il est dans un type de production au moins, ce qui va feindre de garantir une authenticité, jouant parfois même sur l'émotion du lecteur ou du spectateur confronté soudain à une altérité qui lui parle. Ces scènes sont légion dans le récit de voyage, et Diderot s'en joue dans le supplément au voyage de Bougainville, mettant en évidence combien cette voix authentique doit en réalité à l'auteur qui la prend en charge. Ce discours autochtone est en réalité le grand absent, soit parce qu'on n'en a pas tenu compte, soit parce qu'on ne parvient pas à le saisir, problème de communication, ou, on l'a vu aussi, absence de métadiscours indigènes sur leurs pratiques. L'autorité du savant, expérimentateur ou voyageur, pour reprendre des objets que je connais bien, qui dit « j'ai vu, on m'a dit, on m'a affirmé, voici les mots de tel témoin », ouvrez les guillemets, et qui parfois d'emblée corrige ou invalide ce qui a été dit comme émanant, je cite, de superstitions ridicules, ou de, je cite encore, représentations grossières, qui parfois aussi se substitue tout bonnement à ceux qui n'ont pas de savoir-dire, cette autorité donc est aussi toujours une auctorialité. Elle implique une intention et une habileté, on a beaucoup parlé d'habileté rhétorique, mais j'irai jusqu'à dire une habileté narrative et stylistique dans la mise en forme des faits. Et tout autant d'intention et d'habileté dans la mise en forme d'un ethos, d'un discours où le je est toujours en même temps la garantie épistémique du discours et une persona qui se met en scène, qui assume l'information et son style, juge ses sources ou les dissimule et s'adresse directement à son lecteur ou public. Cette figure donnera naissance au XIXe siècle à celle du génie solitaire ou du voyageur savant à la sensibilité romantique affichée. Dans cette adresse se joue aussi à la fois l'idée que ce qui a été observé ou produit est transmis, mis à disposition, et que cette mise à disposition est le fait d'une personne fiable et compétente, qui parfois va aussi se montrer volontaire, ou alors récalcitrante à l'autorité, courageuse, découragée, modestement compétente ou ignorante, scrupuleuse quant au déroulement des faits,
ou n'hésitant pas à animer l'imagination de son lecteur. Une autorité auctoriale, donc, qui sait aussi distribuer la parole au bon moment, jouer sur les points de vue et faire appel à des représentations communes. Tout cela, pour conclure, doit nous rendre attentifs à l'extraordinaire complexité à l'œuvre dans cette science et chez ces savants, qui sont d'abord ce que j'appellerais des régisseurs de récits. À une époque où nous devenons attentifs au silence et aux impensés à la fois de ces textes et de l'historiographie qui les a longtemps pris en charge, les communications présentées ici ont montré combien il est important de croiser les méthodes, les disciplines, les objets, et de questionner notre terminologie pour mettre en évidence la complexité. Mettre en évidence aussi la perplexité qui peut être la nôtre, par exemple, face à la délicate question de ce qui reste des savoirs autochtones. Un autochtone comme Addario dans les dialogues de Lahontan doit autant, on le sait, à l'expérience de l'auteur qu'au mythe du bon sauvage et à une demande du public pour une parole exotique au début du XVIIIe. Faut-il dès lors l'envisager comme une création fantasmagorique européenne qui s'inscrit dans une démarche générale de prise de possession, d'effacement et de recréation des êtres et des mots d'ailleurs, ou comme une stratégie pour faire entendre malgré tout ces voix d'ailleurs que les présupposés à l'œuvre dans la lecture d'un traité risqueraient de disqualifier d'emblée comme non fiables. Dernier exemple, un catalogue de plantes collectées en Amérique du Sud ou en Asie, qui systématiquement mentionne les usages de ces plantes, qui porte des mentions comme, c'est des expériences que j'ai faites dans une série de manuscrits, particulièrement efficaces en cas de problème urinaire, c'est bien le témoignage d'une étape de la capture et de l'effacement des savoirs amérindiens, mais c'est aussi un récit potentiel, qui est certes et hélas tue. C'est un récit d'interaction entre des voyageurs et des locaux, impliquant un échange oral, mais aussi des corps souffrants, des corps en action, la nécessité pour un Européen de se soumettre aux soins d'Indiens, par exemple, d'en constater l'efficacité et d'enregistrer ensuite ce savoir. Il ne s'agit en aucun cas de privilégier l'une des deux options, mais de veiller toujours à conserver cette complexité des interrogations qui enrichissent nos lectures et nos savoirs. Car si les sciences se construisent souvent sur des récits, comme des récits, n'oublions pas que nos méthodes émergent également de ces récits et sont vouées à intégrer ces récits qui ont été et seront lus ou interprétés à la lumière de différents contextes, etc. Garder à l'esprit toute cette complexité, c'est aussi se souvenir que la production de faits et de savoirs est d'abord souvent, pour nous comme pour nos savants, une curiosité qui émerge de la beauté des phénomènes, des objets, des textes et des récits. Toutes les présentations de ce colloque ont d'une manière ou d'une autre rendu hommage à, mais aussi utilisé cette dimension esthétique, et notre émerveillement nécessaire face aux coquilles, aux flûtes, aux tableaux, aux moutons et aux théories qui nous enjoignent à alimenter le commun du savoir dont je parlais au début de cette proposition. Je vous remercie. Bon, je tiens aussi à remercier aux organisateurs de ce colloque pour m'avoir fait la gentillesse de m'inviter. Même si, après ces 3 interventions, je crains que ça ne sera pas une bonne idée. Mais bon, ça a l'air du début d'une blague qui sans doute plairait aux philosophes. Une Singapourienne, une Italienne, une Suisse et enfin un Californien sont entrés dans le sous-sol d'un collège pour répondre à une question. À qui appartient la science des Lumières? Eh bien, quelle est la réponse? C'est à nous d'offrir quelques pistes et on comprendra bien l'efficacité de nos prononcements, soit par le fort applaudissement à la fin, soit par un léger murmure mal placé. Pendant ces 2 jours, on s'est posé pas mal de questions sur les aspects les plus divers de la culture scientifique au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui constitue les frontières pratiques, théoriques, géographiques, épistémologiques des processus scientifiques à l'époque des Lumières? Quel est le rapport entre les agents scientifiques et leur public? Quelle est la différence entre la publicité et la divulgation? Quel est l'écho le plus fort dans les paysages, le dodo des Seychelles ou l'Indien écologique de l'Amérique du Nord? Quels sont les rapports entre la taille de météores, de moutons, des concombres et les échelles?
En guise de réponse à ces questions variables, on a entendu des histoires de la plus grande variété sur la division hypothétique des êtres humains en catégories raciales dans les écrits de Lamarck, jusqu'aux divisions physiques du cerveau faites par des marins et des instruments de musique collectionnés par des proto-anthropologues. On a réfléchi également sur l'ignorance et l'expertise, sur les fièvres et ses symptômes, sur les fausses rumeurs et les fortes lueurs en Inde, à Kew Gardens, dans les laboratoires et les cahiers de Lavoisier et aux salines de Montpellier. On a souligné la persistance des ruines, des fragments, même des quipus, des collections éphémères et permanentes, depuis Colombo jusqu'à Lima, en passant par Madrid, Mexico, et par les océans Indien, Atlantique et Pacifique. On a testé les limites et les frontières qui s'instaurent et s'imposent entre les régimes coloniaux et les institutions métropolitaines, dont le Collège de France, et je profite en passant pour saluer et remercier toute l'équipe au nom des intervenants. On a surtout reconnu que la science des Lumières est une science au pluriel. Ce sont très clairement des sciences dont on parle, depuis la botanique jusqu'à la chimie, en passant par les sciences de l'homme et de femmes sans doute, jusqu'aux pratiques sensorielles telles la production musicale, telle la fabrication des parfums. Les réflexions ce matin sur la taille des vestiges et les monuments m'ont fait penser à un petit conflit ou controverse sur lequel j'avais travaillé il y a un certain nombre d'années. Et je raconte un tout petit peu là maintenant. Les lecteurs très attentifs de mon premier livre se rappelleront les 2 pyramides qu'on a construites dans le Val de Yaruki, pas loin de la ville de Quito, en Amérique du Sud, pour commémorer les résultats d'une série de mesures que les savants espagnols et français ont fait pour déterminer la figure de la Terre à l'équateur, qui sont devenus des monuments symboliques qui représentaient dans mon analyse le droit de publier et de divulguer des résultats des expériences scientifiques sur le sol non européen. Ça nous mène à une question sur la propriété intellectuelle. Qui a le droit de parler des résultats des expériences scientifiques, surtout hors du laboratoire, hors de l'Europe, hors des espaces traditionnels des sciences? Profitant de l'utilisation d'un langage jurisprudentiel, l'un des protagonistes de cette expédition, Charles-Marie de la Condamine, rejetait catégoriquement l'idée que le simple fait de travailler à la réalisation d'un projet conférait à quiconque un droit de propriété sur son achèvement. Et il s'ensuit le droit de s'autoproclamer comme auteur des résultats. Cet argument s'appliquait pour lui, et ça c'est très important pour nous, je pense, aux populations indigènes et métisses, mais la Condamine l'utilisa explicitement pour dépouiller également les Espagnols de toute prétention à une reconnaissance publique. Par contre, il soutenait que lui-même et ses collègues jouissaient d'un privilège implicite leur permettant d'utiliser les données issues de leurs mesures géodésiques et créer ainsi une sphère juridictionnelle autour de ce droit à la publicité. La manière avec laquelle il parlait de la gloire méritée et de la possession de droit suggère que ces idées étaient déjà en circulation dans le domaine scientifique bien avant que les notions de propriété littéraire que normalement on pense à ce sujet. Je soumets qu'à l'époque des Lumières, c'est l'un des premiers débats sur les droits d'énonciation qui se passe hors de l'Europe, c'est-à-dire sur le sol non européen avec des acteurs et des agents européens. En resserrant ou en élargissant le champ sémantique de certains mots et expressions, cette figure scientifique en sol américain réussit à exclure
d'autres acteurs des bénéfices de leur travail scientifique collectif, tandis qu'ils acquièrent une plus grande indépendance et une plus grande autonomie vis-à-vis des institutions coloniales. Et tout cela nous amène à des débats sur le langage scientifique au XVIIIe siècle, ce qui reflétait une inquiétude croissante quant à la forme légitime sous laquelle les réalisations scientifiques devaient être proclamées. Les philosophes, et je pense surtout à Condorcet, étaient conscients du pouvoir du langage de façonner le destin. Et on rappelle ici la présentation de Jessica. Condorcet associait étroitement le progrès intellectuel et social au progrès linguistique, c'est-à-dire l'instruction scientifique. Et dans sa vision, l'acquisition du langage conduirait à la compréhension de la science, laquelle permettrait à son tour aux nations pauvres ou sauvages, saumons, de participer à la marche collective vers une civilisation universelle. Ça nous amène aussi à la question de traduction. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ici, mais il me semble très important à travers le temps de penser à comment la traduction et le mouvement d'un endroit et d'un contexte à l'autre a la possibilité d'instaurer une certaine idéologie et aussi de profiter de certaines formes de matérialité. Je voudrais bien ici citer Bernardo de Sahagún, un franciscain au Mexique à la fin du XVIe siècle dans le Codex Florentin, où il dit, avec deux colonnes, un en mexicain, en nahuatl, et l'autre en espagnol, il écrit « J'ai désiré écrire cette histoire dans la langue des Mexicains, pour que les termes et modes d'expression pour parler de ce sujet en nahuatl puissent être ainsi dérivés. » Donc, il me semble que c'est mettre à notre attention les significations locales et peut-être immuables de ce genre de discours. Je voudrais terminer mes commentaires en faisant référence à un concept que je pense pourrait être utile pour nos réflexions. C'est l'idée de la directionnalité des savoirs, une manière de penser de façon dynamique les échanges, les empreintes, la divulgation, les différents rythmes, vitesses, pouvoirs de certains discours et pratiques. Qu'est-ce qui nous arrive si l'on pense à des connaissances et à des pratiques comme des vecteurs envers divers publics dans des supports matériels distincts à des vitesses et des forces différentes? Je fais référence ici directement au texte circulé par les organisateurs. Dans ce texte, il parle d'une fabrique mondiale des sciences, fondée sur des échanges inégaux, des intermédiaires locaux dont l'invisibilisation a masqué les mécanismes de coproduction des savoirs et une économie de prédation fondée sur l'extractivisme. Fin de citation. Je me demande si cette idée de la directionnalité des savoirs et des pratiques est capable de nous offrir une formule pour calculer les échanges et les tensions, les courbes et les lignes droites, de la manière dont les savoirs circulent et s'accumulent dans une période qui devient plus connue, mais peut-être moins capable d'être synthétisée par des formules simples. Je pense qu'on a vu ça aujourd'hui. Ça m'amène à une toute dernière réflexion depuis ce matin. On a parlé pas mal de limites des connaissances, des exclusions, de l'agnotologie et de l'expertise et les frontières entre les deux. Je me demande jusqu'à quel point les limites de nos propres connaissances et un renouvellement d'accès à des archives, des livres numérisés, des espaces géographiques éloignés a eu un impact sur la façon dont l'histoire des Lumières et l'histoire des sciences à l'époque des Lumières a été racontée. D'un côté, je soupçonne que dans les archives traditionnelles, il y en a beaucoup d'acteurs qui se trouvent toujours hiding in plain sight, cachés, si l'on prend le temps de les chercher.
De l'autre côté, avec la menace de l'intelligence artificielle, je me demande si ces voix vont croître ou plutôt disparaître. Une chose est sûre, les acteurs du XVIIIe siècle regarderaient notre expérience au XXIe siècle avec une profonde curiosité. Et j'utilise ce mot pas seulement parce que Stéphane me l'a mentionné tout à l'heure, et parce que le mot nous a échappé, je pense, aux langues de ces 2 jours, mais surtout parce que le mot reste présent, même omniprésent, dans les catégories de l'époque des Lumières et dans les nôtres aussi. Je vous remercie.